Bonsoir. D'abord, moi, je veux dire que la soirée de ce soir, c'est finalement une soirée conclusive d'un premier temps sur Abbeville et que ça a démarré parce qu'il y a plein de personnes. Moi, c'était une heureuse surprise samedi matin. On avait déjà eu un gros temps fort sur Flics Secours, un gros temps fort sur Saint-Maurice, un gros temps fort sur Longo, où on avait demandé aux gens de venir faire du porte-à-porte avec nous, et on craignait d'arriver à Abbeville et d'être 10, et parce que tout le monde était rincé. Et les forces abbevilleoises se sont levées, puisque samedi matin, il y avait 40 à 50 personnes qui se retrouvaient sous le crachin dans notre petit local pour aller démarrer un porte-à-porte dans les quartiers et ainsi de suite, ce qui nous a permis aujourd'hui de couvrir à peu près au moins les 2/3 d'Abbeville en porte-à-porte. Donc je veux dire, c'est une démarche qui, à mon avis, qui réclame beaucoup de force militante, et je voudrais saluer tous ceux qui sont ici et qui ont permis que ce porte-à-porte se déroule, et peut-être qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont ici parce qu'ils ont eu connaissance de ce qu'on faisait par le porte-à-porte, mais indépendamment de ça, c'est d'aller ramener la politique aux gens, parce que les gens viennent pas naturellement à la politique, quoi. Donc voilà, je vous remercie tous ceux qui ont fait cet effort samedi matin. Donc voilà, il s'agit de terminer ce premier temps fort en beauté. On peut s'asseoir, hein, on va s'asseoir. Hop, hop. Moi, donc, je suis très fier d'accueillir Hervé Kempf. Je le redirai après, mais ses livres sont en vente là-bas, et l'un de ses livres a été l'un des livres qui a été les plus marquants pour moi sur la liaison qui me paraît essentielle entre le rouge et le vert. Et donc, moi, donc il était naturel pour nous de faire ce débat sur l'environnement à Abbeville, c'est-à-dire à proximité de la ferme des 1000 vaches, qui est pas seulement un projet local, qui a une ambition nationale d'être l'agriculture de demain pour les dominants. C'est l'agriculture qu'ils veulent imposer ailleurs qu'à Abbeville et ailleurs que dans la Somme demain. Donc la résistance à ce projet localement, elle a là aussi un sens national. Donc pour nous, donc la parole sera d'abord donnée au président de Novicène, Michel Coury, sur ça. Ensuite, pardon, président d'honneur, excusez-moi. Et ensuite, alors après, moi je pense que toujours dans cette liaison rouge-vert, les premiers, je dis pas que l'écologie c'est pour tout le monde, c'est parce qu'il y a tout un discours qui dit oui, bah, l'écologie on verra après quand le social ça sera rempli, ou bien l'écologie c'est bon pour les bobos et puis les classes populaires, et ben, ça les intéresse pas. Moi je crois pas ça du tout, et je crois qu'au contraire les travailleurs ça peut être les premiers touchés par les conditions environnementales. Et j'ai demandé à Céline Caron, dont le mari est décédé d'un cancer de l'œsophage et qui est un dossier qu'on suit depuis des années maintenant à Fakir, de venir nous expliquer ce qui s'est produit pour son mari dans le cadre de son usine, puisque je considère aussi que ça, c'est une question d'environnement, et l'environnement, c'est pas seulement, c'est aussi l'agriculture et c'est la bouffe, mais c'est aussi les conditions de travail des salariés. Donc voilà, la parole est à donner pour le président d'honneur de Novicène. Novicène, c'est une association qui était née en novembre 2011. Donc, nos villages s'associent de l'environnement, et le jeu de mots, Novicène. Donc, l'association est partie suite à un projet de ferme-usine que tout le monde maintenant connaît, de 1000 vaches, sur le territoire de Bunézan-Maclos de Lucas. Pourquoi on est élevé contre ce projet, cette usine? C'est parce que c'est pas comme ça a été dit, c'est pas pour défendre notre confort à Druka, les bobos de Druka on l'a entendu. Donc 5 ans après, je pense qu'on a prouvé qu'on avait une vision sur l'agriculture et sur l'élevage en particulier qui est plus que local, ni national, même international, je dirais. Parce que aujourd'hui, quand on s'est levé contre ce projet, c'était un projet qui était proposé, il faut le dire les choses, par les élus. Ce n'était pas un projet qui est né comme ça, sans l'accord des élus. Et moi, je me souviens des premiers combats avec les amis de Novicène, quand on était interpellé les élus, le discours, c'était le même, de droite comme de gauche. C'est un beau projet, faites-nous confiance. Donc, c'est bien pour le travail, c'est bien pour l'emploi, c'est bien pour la santé, pour tout le monde. Donc, et il y avait une unanimité. Hein. Je ne dis
pas toutes les partis politiques, mais vraiment la droite de gauche et la droite et la gauche gouvernementale étaient d'accord. Aujourd'hui, le temps nous a montré qu'on avait raison. Et je félicite. Pourquoi on avait raison? Parce que je pense qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une émission sur les dégâts sur l'environnement. Et moi, je suis partisan en biodiversité et tous les domaines me concernent. Moi, l'agriculture ne concerne pas que les agriculteurs. La santé ne concerne pas que les médecins. L'éducation ne concerne pas que les profs. Tout le monde doit être concerné. Et quand je me suis levé contre ce projet-là, je suis médecin de formation. Mon but principal au début, c'était vraiment, c'est quoi les conséquences de cet élevage ferme cuisine sur la santé. Je suis parti de là. Plus mes recherches ont avancé, on a passé des heures à travailler, plus on s'est rendu compte que c'est plus vaste que ce qu'on pensait. Parce qu'aujourd'hui, notre environnement est malade. Et si on ne réagit pas aujourd'hui, c'est trop tard. Déjà, quand on parle économie, on a une vision sur 2-3 ans, mais quand on parle santé, quand on parle environnement, c'est 30, 40, 50 ans en avant qu'il faut réfléchir. Donc, moi, ça me choque quand on parle de politique énergétique, qu'on raisonne sur les 5 ans qui viennent. Tout ce qui est politique énergétique, tout ce qui est politique alimentaire, environnementale, ça doit être vu sur 50 ans en avant. Et là, avant nous, nos politiciens, après-guerre, ils ont pensé à ça. Parce que moi, si je prends un peu l'histoire, quand on a commencé à parler de l'Europe, parce que moi je le dis, je suis un Européen convaincu, mais l'Europe actuellement qu'on a, c'est pas celle-là que je veux. Donc, quand on a fait au début l'Europe, on nous a dit, attention, on fait l'Europe, on sort de la guerre, il faut nourrir la France, il faut une indépendance alimentaire énergétique. Chiche. Indépendance alimentaire, oui. Mais aujourd'hui, au jour où je vous parle, c'est plus l'indépendance alimentaire. C'est vraiment le productivisme aveugle qui est en train d'appauvrir les pays, les continents tiers. On est en train d'appauvrir l'Afrique. Aujourd'hui, qu'on produit pour nourrir l'Europe, chiche, mais pour appauvrir l'Afrique et vendre des produits subventionnés par notre argent public pour le vendre moins cher que l'Africain produit chez lui. Et c'est comme ça qu'on fait le déplacement de population. Parce que les gens, quand ils ont faim, ils se déplacent. Les gens, quand ils ont des dégâts environnementaux, ils se déplacent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est sorti de l'environnement de Novi-Sad à Druka et on a une vision sur l'Europe et sur l'international. Aujourd'hui, où on est dans ce combat? Dans ce combat, on s'est rendu compte, aujourd'hui, moi je ne parle pas de 1000 vaches, 500 vaches. Le nombre de vaches, ce n'est pas mes compétences à dire combien il faut être ensemble. Tout ce que je sais, tout ce qui est concentration animale, tout ce qui est c'est délétère pour l'environnement, à tous les niveaux. Délétère, tout ce qui est élevage hors sol. Moi je parle de type d'élevage. Aujourd'hui, l'élevage hors sol, c'est le premier producteur des particules fines, l'ammoniac. Parce que quand on parle de particules fines à chaque fois, on parle de quoi? Du diesel. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les particules fines, ça fait, le diesel, il est dans le monde entre 10 à 12%, c'est 25% de particules fines par l'élevage. Et on est arrivé aujourd'hui, quand ils nous disent qu'il faut planter, il faut nourrir, il faut la terre agricole pour nourrir le monde, aujourd'hui 65% de terre agricole, elle est faite pour nourrir le bétail, qu'on consomme après en viande animale. Donc c'est ça le danger. Là. Assez de mensonges, assez de commerce. Il y a nos santé qui sont en jeu et notre environnement. Donc, sur ce sujet-là, on s'est battu contre l'élevage intensif parce qu'on a dit qu'il faut éviter cette pollution. La pollution de l'air, la pollution de l'eau. Aujourd'hui où je vous parle, il y a 2 millions de Français qui n'ont pas accès à l'eau potable comme ça doit l'être, d'où la région de la partie de la baie de Somme chez nous, Druka, Oville, Nouvion, parce que notre captage d'eau, il est pollué, et ils ont le culot de nous renvoyer avec la facture d'eau aux mauvaise qualité pour l'altrazine, pour les nitrates. Sachant qu'on paye l'eau, on paye l'antipollution et tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est révolté contre plusieurs thèmes.
la pollution de l'eau, la pollution de l'environnement. S'il y a des gens du côtoir aussi, ils peuvent savoir que l'eau de la côte sur le côtoir, elle n'est pas optimale et à chaque fois, oui, et à chaque fois, le dernier rapport c'était oui, mais il y a trop d'élevage de ovins sur la côte. Attendez, les moutons présalés, ça fait des années qu'ils sont là. Ouais. Mais ils oublient de dire la concentration. Parce que sur la Picardie maritime, il ne faut pas l'oublier, il y a moins de fermes, c'est vrai, mais il y a plus de concentration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas moins de vaches. Les fermes qui étaient en moyenne de 50 à 55, aujourd'hui, dans la Picardie maritime, on est entre 100 à 50 de moyenne. Donc, et il y a des fermes à 400 à 500. Donc, c'est pour ça, sur l'agriculture et l'élevage, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de dire on ne veut pas, mais je pense qu'on a le devoir aussi de proposer autre chose. Et là, il y a quand même des paysans qui font leur travail comme il doit l'être. Il faut revenir vers la base de notre agriculture, ça veut dire le pâturage. On a quand même un pays microclimat. On a la terre qu'il faut. Aujourd'hui, qu'il y a des élevages concentrés en Pologne ou en Ukraine, parce qu'ils ont entre à peu près 7 à 8 mois d'hiver dur, nous, ça, on ne l'a pas. Donc, il faut revenir au pâturage. Et nous, ce qu'on réclame aujourd'hui à Novicelle, on le dit, on veut la transparence. On veut qu'on achète notre brique de lait, savoir déjà comment c'est produit. Est-ce que c'est du bio? Est-ce que c'est du lait de pâturage? Ou est-ce que c'est du lait hors sol? Et après, au consommateur faire son choix. Mais on a le droit, on a accès à la transparence. Donc ça, c'est le combat qu'on mène et continue à le mener. Pour moi, le deuxième point où il faut marquer le coup dessus, parce que sur l'agriculture, c'est le circuit court. Aujourd'hui, c'est inadmissible de faire circuler des produits. On est presque le premier producteur de la viande en Europe et on importe de Nouvelle-Zélande 2 fois plus. C'est inadmissible. Mais après, on est responsable aussi. Il faut que le consommateur accepte de ne pas consommer de produits hors saison dans une région qu'il n'a pas. Donc, on ne peut pas tout demander. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai dit, le combat de Novicelle, moi je considère qu'il est gagné, parce que économiquement on l'a gagné. La ferme, ils vendent le lait à perte. Lui, son idée principale, c'était pas le lait. Le lait, il y a José Bové qui a dit la phrase, c'est le sous-merde, un petit peu le produit de sous-merde, parce que c'est la merde des vaches qui l'intéressait, parce qu'il voulait faire un méthaniseur. Et je le répète 10 000 fois, je ne suis pas contre la façon de méthaniser, parce que la méthanisation, c'est une procédure quand même qui est renouvelable. Mais elle est intéressante quand vous avez des déchets, vous le valorisez avant de l'enfuir ou les pendre comme les digestats. Donc ça c'est bien. Mais quand on vous pousse à créer des déchets pour valoriser et faire du ramassage à 100 km du méthaniseur, ça devient une aberration totale. Donc on s'est battu contre ce projet-là, contre le méthaniseur, et c'est vrai, au niveau administratif, par les politiques, on a réussi à bloquer le méthaniseur. Aujourd'hui, il n'a pas l'autorisation de faire le fameux méthaniseur qui était prévu au début à 1,4 MW, il est maximum à 0,6. Pareil pour le nombre des vaches, on l'a bloqué à 500, mais malheureusement, comme tout le monde le sait, il y a la loi qui s'applique aux plus faibles, et au plus fort, c'est toujours des dérogations. Et quand on demande à la justice d'avancer, pas de pression sur la justice, mais elle avance à son rythme, et ça dépend qui est derrière. Quand c'est Michel Foury, il est mis en garde à vue pendant 48 heures, parce que le téléphone a sonné à tel numéro, mais quand c'est Michel Aramry ou Michel Walter, eux, on ne les voit pas. Donc voilà, je ne vais pas pour le moi je finirai par dire un petit mot sur la médecine un petit peu, parce que je mène un combat, et on a pendant des années accusé le système social qu'on a, la sécurité sociale. On a entendu des gens qui voulaient qu'il soit privé. Donc, on a un système social qui est quand même formidable, de solidarité. Ça suffit de voyager un petit peu pour se rendre compte qu'on a un système qu'il faut. Mais il faut le préserver. Et pour le préserver, il faut le soutenir.
Et on ne peut pas continuer parce qu'il y a un coût à un moment ou l'autre à dépenser, à dépenser. Aujourd'hui, il y a des études internationaux. Chaque euro dépensé dans la prévention, c'est 10 euros économisés dans les conséquences, le traitement des conséquences. Donc au lieu de... C'est un ça que vous parle. Finalement, je n'aurai pas de métier après, mais bon, aujourd'hui, tout ce qu'on met sur la prévention, on économise sur le traitement des conséquences. On a avancé sur le traitement de tel et tel cancer, mais avant de dire comment traiter ce cancer-là, comment l'éviter. Et c'est le message que je vous dis aujourd'hui. Parce que notre santé dépend de notre alimentation et notre environnement. Et l'environnement n'a pas de frontières. Donc la pollution environnementale n'a pas de frontières. Donc c'est aujourd'hui, tout le monde doit être responsable, tout le monde doit regarder ce qu'il mange, tout le monde doit regarder ce qu'il pollue, comment on peut éviter. Et ensemble, je pense qu'on peut changer les choses, c'est changement de mentalité. Voilà. Quand vous avez engagé votre bataille, la lutte transforme les gens, et je pense que quand vous avez engagé votre bataille, vous n'auriez pas imaginé vous retrouver soit au tribunal, même si ce n'est pas vous qui étiez, et puis au commissariat et à la gendarmerie, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a un chemin, et je le remercie pour une dernière raison, c'est qu'on bénéficie du local de campagne à Ville, un peu, enfin beaucoup grâce à toi. Alors on paye un bail, on paye un loyer, mais enfin donc c'est pour les comptes de campagne, c'est vrai, mais en même temps on nous a permis d'y accéder, et aussi, c'est ton beau-père, c'est ça ou... Ouais. Et aussi il nous a dit que c'était, ton beau-père nous a dit que c'était pas par conviction politique, c'était parce qu'il fallait faire vivre la démocratie, mais aussi parce qu'il avait croisé Chantal Leblanc, qui était ancienne députée communiste d'Abbeville, et qu'il la gardait en mémoire, cette femme qui était généreuse, même si ce n'était pas ses convictions à lui, mais que ça, donc parfois un sentiment d'intérêt général peut dépasser les convictions politiques antérieures, quoi. Donc voilà. Oui, c'est une parenthèse, parce qu'il a rencontré Chantal Leblanc, il la connaissait avant, parce qu'ils avaient des idées politiques un peu différentes, mais c'est surtout le but de notre scène, qu'on a fait le blocus, ils se sont retrouvés ensemble, et comme tu dis, c'est vraiment le côté militant. Et c'est vrai, dans chacun de nous, il y a un côté militant, mais il faut le révéler. Il faut qu'on soit utile à la société, on ne peut pas attendre de l'autre. Moi, j'ai eu une phrase d'Einstein que j'ai retenue, que si le monde, un jour, il sera en gros foutu, c'est pas la faute des gens qui lui veulent du mal, qui sont très peu, mais c'est pas la faute des gens qui sont au courant, qui font rien. On va cesser de faire le ping-pong, mais moi je dis toujours mon adversaire c'est la finance, parce que le changement de discours c'est pas pour maintenant, mais mon principal adversaire c'est l'indifférence. Et la question que je me pose toujours quand je croise quelqu'un, le même en porte-à-porte, c'est où est la brèche, qu'est-ce qu'on va pouvoir réveiller, où est-ce qu'on peut rentrer pour réveiller quelque chose. Il y a une étincelle quelque part, mais il faut la trouver. C'est pas toujours évident, mais voilà. Bon, et on arrête de faire le ping-pong comme ça. Je vais donner la parole à Céline Caron, pour lui laisser expliquer l'histoire de son mari et qui est devenue son histoire elle. Puis je vais l'aider si jamais. Bonsoir, donc je suis Céline Caron, la femme de David Caron, qui est décédé en 2013 suite d'un cancer de l'œsophage. Il travaillait dans une usine qui se nomme la WALF, sous-traitante pour Valeo. Et donc il est en exposition avec de l'amiante, osiris, silice, plomb et zinc. Donc voilà, et ils travaillaient sans protection adéquate, puisqu'ils étaient munis que de masques PP2, c'est ça. Donc voilà. Et malheureusement, il n'est plus parmi nous maintenant pour en parler, et je suis en procès avec la sécurité sociale pour le faire reconnaître en maladie professionnelle, mais pour le moment, ça n'a abouti à rien. Donc, moi, c'est David que j'avais eu, il était encore vivant, que j'avais eu au téléphone dans un premier temps, et donc qui me racontait son combat de son vivant pour se faire reconnaître en maladie professionnelle, pour pas laisser sa famille dans la merde, parce qu'il y a une espèce de double peine. Non seulement
vous partez, mais en plus vous laissez vos... Et donc c'est suite à ça que je suis entré en contact avec toi et que j'ai visité l'usine. Les salariés m'ont ouvert la porte de l'usine, il n'y a pas de syndicat dans l'usine. Hein. Mais bon, c'est vraiment, je veux dire, c'est ces eaux-là, mais vraiment c'est pas des... Et ça se voit qu'ils respirent des poussières à plein tube. Ton beau-frère, il a été responsable de la sécurité là-dedans et il a démissionné tellement on lui donnait aucun moyen pour assurer la sécurité du personnel. Tout a été respiré, le silice, le zinc, l'amiante, le plomb, enfin, ils se sont pris tout dans les grandes largeurs, à tel point que Valeo de crainte à réintégrer cette activité au sein de Valeo plutôt qu'en sous-traitance. Donc il s'agissait de retraiter les freins de camions, les embrayages de camions, pardon. Et donc ils l'ont reprise, mais ils l'ont reprise avec un caisson de protection, et ainsi de suite. C'est-à-dire que David et ses camarades, parce qu'ils travaillaient directement en faisant les pièces comme ça, alors... C'était dans des bidons, enfin c'est incroyable la manière dont c'était fait, c'était plus que de l'artisanat. Et là, ils étaient directement en contact de toutes les vapeurs, de tous les produits et tout ça. Et Valeo, quand ils l'ont réintégré au sein de leur usine, ils ont fabriqué un caisson, les mecs travaillent avec les mains à l'intérieur du caisson, mais tout le reste du corps est à l'extérieur. Mais, alors c'est là où il y a la première injustice, c'est alors que l'usine a cramé, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a eu aucune enquête à l'intérieur de l'inspection du travail ou d'aucun autre service à l'intérieur de cette usine. Ça veut dire que de l'emploi dans le secteur public pour aller voir ce qui se passe dans les boîtes, ça peut se créer aussi, pour aller vérifier l'environnement dans lequel évoluent les salariés. Mais l'injustice suprême, c'est que la réponse qui est faite à Céline, c'est que le cancer de l'œsophage ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles. Et la Sécu raisonne comme ça, ces tableaux, dans les tableaux ou pas dans les tableaux. Alors c'est-à-dire qu'il y a toute une bataille. Alors moi, notre rôle, c'est quand on prend ça, c'est d'amener ce cas vers un autre monde, pour le mettre en lumière, mais aussi pour mettre en contact avec des spécialistes. Là, on a la meilleure avocate des maladies professionnelles, le meilleur cabinet Tessonnier, donc le meilleur cabinet d'avocats de maladies professionnelles qui se saisit du dossier, et appuyé par Annie Thébomoni, qui est la spécialiste des maladies professionnelles au niveau du CNRS. Et en fait, c'est juste pour vous dire, mais le tableau des maladies professionnelles dont j'ignorais l'existence, hein, vous savez, moi, pareil, les gens dans la rue ils viennent me parler d'un truc, bon, moi, je ne vais pas faire le mec qui sait tout sur tout et tout ça, je découvre au fur et à mesure, mais ce tableau des maladies professionnelles est le produit d'une lutte des classes entre l'employeur et les salariés, et la volonté d'y faire rentrer un certain nombre de maladies ou d'en évacuer, et ainsi de suite. Et là, il y a un enjeu, mais dans le cas de Céline, c'est tellement criant que pendant 20 ans, en plus, c'était, vous savez, c'est toujours... alors, mais c'est parce qu'il fumait. David ne fumait pas, c'est parce qu'il buvait. David ne buvait pas, il faisait de l'équitation auparavant, donc c'est pas comme si auparavant il avait... Non, c'est évident que ce sont ces années de boîte qui ont ruiné sa santé et l'ont conduit dans cet état-là. Alors dans le département, il y en a eu d'autres. Hein. Valeo, d'ailleurs, directement, il y a eu des cancers de l'amiante et des procès chez Valeo. Goodyear aussi, il y a eu des maladies professionnelles. La difficulté, là, de Céline et de ce type de boîte, c'est que ce sont des petites entreprises. Ce sont des sous-traitants, des petites entreprises où il n'y a pas de syndicat qui existe, et donc il n'y a pas la force du nombre pour aller se bagarrer. Mais moi, je tenais après, je cède la parole à Hervé, mais je tenais, dans le cadre d'un débat sur l'environnement, à poser aussi la question de l'environnement de travail. De la même manière que je pense que la démocratie ne doit pas s'arrêter à la porte des entreprises, les questions d'environnement ne doivent pas non plus s'arrêter à la porte des entreprises, quoi. Voilà. Juste ce mot pour dire que moi, quand François m'a proposé de venir ce soir, alors que d'habitude je n'interviens jamais, ou très peu, enfin très rarement, dans des instances qui sont directement politiques, enfin des réunions qui sont directement politiques, là je n'ai pas hésité une seconde parce que je suis totalement d'accord avec la démarche et que je ne suis pas le seul dans ce pays à être absolument désireux qu'il y ait une union de l'écologie et de ce qu'on appelle la gauche, c'est-à-dire de ceux qui sont soucieux
de justice sociale. On a tous été très malheureux, on a été heureux que Hamon quand même batte, comment il s'appelle, Valls et Montebourg, donc c'était quand même une des bonnes surprises, et il y a eu d'autres bonnes surprises depuis quelques mois, et on a tous été aussi désireux que Hamon et Mélenchon, et c'est pas tellement monsieur Hamon et monsieur Mélenchon, c'est ceux qui sont derrière eux, celles et ceux qui sont derrière eux, ceux qui sont les... Et ben, on aurait voulu qu'ils s'unissent. Bon, ça se fait pas, c'est pas dramatique, il y a des bonnes raisons de le faire et on va pas en discuter là ce soir, c'est pas le propos, mais quand il y a des démarches comme celle de François qui réussit à dire aux écolos des Verts qui étaient là tout à l'heure, aux partis de gauche, aux partis communistes, Ensemble, à des associations environnementalistes et peut-être à d'autres, d'être ensemble, de travailler pour être élu, ou en tout cas porter une parole forte et faire comprendre à nos concitoyens qu'on peut voir l'avenir de manière autre, c'est très important et moi j'ai pas hésité à venir et j'espère vraiment que la démarche que François et puis toute son équipe et puis vous qui êtes ici, en fait si on est là c'est parce qu'on a un peu la même chose dans l'esprit, et que ça soit porteur et qu'on arrive à faire cette union face aux patrons, face aux employeurs de David Caron, face à ceux qui veulent faire une agriculture productiviste et tu as oublié de dire, tu as oublié de dire qu'il y a une question d'emploi aussi. C'est que la ferme usine d'Émile Vache, elle détruit des emplois. Et elle détruit de l'emploi agricole. Et dans l'agriculture, on va en dire un mot rapidement, il y a aussi, si on la conçoit autrement, la possibilité de créer plein d'emplois. Et une raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, de nos concitoyennes et concitoyens, sont malheureux et sont parfois conduits à vouloir voter pour des gens qui disent le problème c'est l'étranger, c'est la xénophobie, c'est à cause du problème du chômage. Voilà. Et donc, il faut mettre ça et dire, par exemple, que l'agriculture, il y a un enjeu de création d'emplois tout à fait extraordinaire. Et puis, il y en a d'autres aussi. Et après tout, c'est quelqu'un qui est à Pôle emploi, pas en tant qu'employeur, mais en tant que chercheur d'emploi qui vous parle. Donc, voilà, cette préoccupation, elle est là. Il faut qu'on y réponde. Et d'une certaine manière, ce qu'il y a de passionnant, c'est que l'écologie peut y répondre. L'écologie construit effectivement dans cette alliance vert et rouge avec laquelle, François, on est d'accord et on se connaît depuis longtemps autour de ce thème. Et voilà. Alors, rapidement, je vais essayer de ne pas être trop long, mais une fois, si je m'emballe, je risquerai d'être long, mais on va dire, je sais pas, 20 minutes, et puis comme ça, il y aura peut-être surtout des discussions, c'est ça qui sera intéressant, puis toi, François, tu me parleras. On peut compter sur ta... Bon, bah lui, il a... Bon, écoutez, vous rappelez, alors il m'a demandé, effectivement, tu as eu la gentillesse d'évoquer comment les riches détruisent la planète. C'est donc ce livre qui était paru il y a 10 ans maintenant, et qui effectivement est un travail pour articuler la question sociale et la question écologique. C'est-à-dire sortir de cette idée fausse, qui était fausse et qui l'est toujours, et heureusement elle est de moins en moins forte, c'est que l'écologie, ça serait une question pour les bobos, pour les bourgeois, pour ceux qui sont tranquilles, alors ils peuvent s'occuper des petits oiseaux, et puis les choses sérieuses, la lutte pour la révolution, et ça serait la question des ouvriers, et les choses ne devraient pas se rencontrer. Là donc, on va voir que justement, ça s'interpénètre totalement, en tout cas dans le moment historique dans lequel on est, et que répondre à une question, c'est répondre à l'autre d'une certaine manière, et apporter une solution dans un domaine, c'est apporter une solution dans l'autre, et en fait, ce ne sont pas deux domaines séparés, c'est la même société, c'est la même civilisation dans laquelle on est. Alors, j'ai finalement commencé cette intervention en parlant de politique, et je vais continuer à vous parler politique, en vous demandant, on n'a pas le temps trop de discuter, mais en affirmant que la question politique essentielle de ce début de 21e siècle, c'est la question écologique. Et quand je dis la question politique, c'est quoi, une fois de plus? C'est comment ensemble, et pas seulement nous ici à Abbeville, ou nous dans la Somme, ou nous en France, ou nous en Europe, et dans le monde entier, dans ce qui forme maintenant une société humaine, on envisage notre avenir commun. Et comment on fait en sorte qu'ils partent sur des bonnes pistes et pas vers des catastrophes. Et de ce point de vue-là, la question écologique est absolument cruciale. C'est la vraie question politique de ce début du XXIe siècle. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant, l'humanité, la société humaine est confrontée à quelque chose d'unique dans son histoire, c'est qu'on a la possibilité de partir, non pas vers la disparition de l'espèce humaine ou la disparition de la planète, mais d'aller vers des conditions de vie qui seraient tellement terribles que la possibilité d'une existence digne, d'une existence pacifique, d'une existence harmonieuse de la société humaine ne serait plus envisageable. Alors les principales raisons, vous les connaissez, c'est d'abord le changement climatique. Je ne vais pas vous détailler, vous en savez maintenant quasiment autant que moi là-dessus. Juste, je veux souligner quelque chose, c'est que ce que les climatologues nous disent à propos du changement climatique, c'est la possibilité d'une irréversibilité. Irréversibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dépassait un certain seuil de réchauffement de l'atmosphère par rapport
à ce qui existait avant le début de la révolution industrielle, eh bien, si on dépassait ce seuil, que les climatologues situent à peu près à 2 degrés Celsius au-dessus de la température moyenne de l'atmosphère à l'ère pré-industrielle, si on dépassait ce seuil, eh bien, le climat pourrait rentrer dans un tel désordre, dans une telle situation de désordre, de dérèglement, que même si à ce moment-là on réduisait les émissions de gaz à effet de serre en disant « Ah oui, là ce coup-ci, il faut arrêter de fumer, il faut arrêter… » Bah non, ça suffirait plus. Le désordre serait enclenché et créerait des conditions vraiment très difficiles pour l'ensemble des sociétés humaines. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'effectivement, il faut voir, et même plus Michel à 50 ans. Évidemment, il faut penser à 50 ans, mais la question de l'irréversibilité, elle se pose presque à 20 à 30 ans. Donc on est vraiment dans des échéances qui sont courtes. Il y a 70 ans, non, vers 1970, la camarade écologiste tout à l'heure a cité René Dumont en 1974, donc ça fait à peu près il y a 40 ans. À cette époque, quand les écologistes envisageaient l'avenir, ils disaient c'est les générations futures, c'est dans le futur. Maintenant, on sait que c'est dans notre présent. Nous tous, dans cette salle, même presque les plus anciens, on est dans cette période de changement climatique et c'est dans les 20 à 30 ans vraiment qu'il faut arriver à changer la trajectoire, sinon ça va mal. Alors on parle beaucoup du climat et de l'irréversibilité, mais il n'y a pas que le changement climatique dans la crise écologique, dans cette question politique grave qui est le vrai défi auquel on est confronté. L'autre aspect des choses, l'autre volet, c'est la crise de la biodiversité. Là aussi, je ne vais pas vous en parler. D'une certaine manière, on a tous l'expérience de la biodiversité, c'est-à-dire la nature, les animaux, etc. Je suis sûr que chacun d'entre nous, ici, on dirait comment c'était il y a 20 ans, comment c'était il y a 30 ans, dans tes jardins, dans la forêt, quand tu te promenais, et on aurait tous des souvenirs à raconter, bah oui, il y avait plus d'animaux, il y avait plus d'oiseaux, il y avait plus de moustiques, il y avait plus de ceci, il y avait plus de cela, et maintenant on est tous témoins, on le sait, que cette nature, cette vie, cette autre vie à côté de la vie humaine, et qui est cette très belle vie de la nature, eh bien elle se contracte, elle se rétrécit. Ben, ça porte un nom un peu scientifique, la crise de la biodiversité. Et là aussi, les naturalistes nous disent quelque chose d'incroyable, c'est que nous vivons dans les décennies actuelles à une allure extrêmement rapide à l'échelle de la vie humaine. Nous vivons la 6e, nous vivrions, ils sont encore toujours très prudents, les scientifiques, et soyons-le avec eux, mais ils sont quand même très affirmatifs, nous vivrions la 6e crise d'extinction des espèces. La 5e, je vous rappelle, c'était il y a 65 millions d'années, le moment qui a vu disparaître les dinosaures. Donc là, on en est là. Et qu'est-ce qui joue sur la biodiversité? On peut le voir dans tous les éléments globaux, on peut penser à la forêt amazonienne, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de nos pays? Qu'est-ce qu'on fait si on fait l'agriculture productiviste dont parlait Michel? Ça veut dire qu'on va avoir des grands champs, dans la Somme évidemment on le sait, mais ces étendues énormes de 500, de 1000 hectares vides, sans un arbre, sans bocage, sans haie, c'est ça qui détruit la biodiversité. Et au passage, on l'a vu rapidement, ça détruit les hommes, ça détruit les emplois, ça pollue l'eau, etc. Et puis justement, 3e volet de cette crise écologique, eh bien c'est une pollution généralisée. Tu as cité la question de l'eau, on va pas... Enfin voilà, c'était très bien dit. On pourrait parler de la pollution chimique, et pas seulement, même si c'est super important dans les usines, mais aussi que maintenant, c'est presque dans la vie quotidienne. Vous avez vu cette étude qui vient de paraître et qui montre qu'il y a des dizaines de produits d'entretien ménager à la maison qui ont un effet sur la santé, parce que ce sont des pollutions graves, et on peut avoir maintenant dans sa propre maison, quand on fait la vaisselle, quand on veut faire en sorte que le lavabo et l'évier soient bien récurés, aller jemer du monsieur propre, etc., et bien avec tout ce qu'on peut respirer, en voulant nettoyer sa maison, eh bien on peut avoir des problèmes de santé, parce que c'est une pollution importante. Et ça, voilà, on pourrait citer les écosystèmes. Moi, il y a quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, qui me frappe beaucoup plus exactement, c'est les océans. Alors qu'on se dise, oui, il y a de la pollution dans les rivières, il y a de la pollution ici et là, d'accord, dans les villes, mais les océans, on disait, c'est tellement grand, c'est tellement immense que ça absorbera tout, quoi. Et l'océan, c'est le plus grand écosystème de la planète. Vous regardez la planisphère, la boule de la planisphère, la map monde, vous la tournez d'une certaine manière, et il y a toute la planisphère qui est occupée par l'océan, tellement c'est grand. Quand on regarde du côté du Pacifique. Et bien même maintenant, l'océan, ce plus grand écosystème du monde, il commence à être pollué. Il est pollué, les coraux blanchissent, la pêche se rétrécit. Il y a maintenant autant de déchets dans l'océan, peut-être que de masse, de biomasse. Et voilà, il est aussi soumis. Bon, l'océan, il est aussi, même le plus grand écosystème, est soumis, sujet à une pollution extraordinaire. Alors tout ça, je voulais le rappeler quand même, puisqu'après tout, François, on a placé cette réunion ce soir, cette discussion sur le plan de l'environnement. Après tout, c'est bien de se le rappeler pour savoir quels sont les vrais enjeux de l'époque. Mais en fait, vous le savez, je ne vous ai pas pour l'instant appris grand-chose. Et la question, c'est
tout le monde le sait, il n'y a pas que nous ici qui le savons. Mais même M. Ramry, il le savait, même M. Vincent Payon, l'ex-député européen, qu'on aimait bien, si on se rappelle des livres de François, même les députés, même M. Arnaud, je suis sûr qu'il a lu ça dans les Échos ou dans le Financial Times, il sait bien qu'il y a ça. Et pourtant, ça ne bouge pas, ça ne change pas, ça continue comme avant. Alors pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de nature, c'est vraiment une question de société. C'est parce qu'on est dans un système de rapports sociaux qui bloque les évolutions nécessaires de la société. Les évolutions nécessaires, c'est évidemment de changer cette agriculture productiviste, de faire attention à la nature, d'arrêter de chercher à limiter les émissions de gaz à effet de serre, et pourtant on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Comment ça s'explique? Je vais aller très vite. Il s'est passé notamment depuis une trentaine d'années, un peu plus, autour de 1980, on peut vraiment le dater, parce qu'en 1980 arrive en Angleterre Margaret Thatcher au pouvoir, et aux États-Unis Ronald Reagan, une espèce de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, ces messieurs et madame Thatcher et Reagan, à engager une politique néolibérale de dérégulation systématique. Pour aller très vite, avant, il y avait eu, après la Deuxième Guerre mondiale, un État-providence, un État qui intervenait. Certes, c'était le capitalisme, il y avait des rapports sociaux très durs. Hein. C'était, je pense que du moment de la députée communiste dont on parlait à cette époque, ça chauffait dur avec le patronat, etc. Mais voilà, il y avait un équilibre des rapports sociaux qui faisait qu'il y avait un État qui jouait son rôle et il y avait des inégalités qui étaient fortes, mais en gros, elles étaient stabilisées. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de la politique néolibérale engagée en 1980? Dérégulation des marchés financiers, vous le savez, délocalisation pour jouer sur la compétitivité des salaires, c'est-à-dire le dumping social. Là, je crois qu'en Picardie, comme dans d'autres régions du Nord, vous le connaissez très bien, nous le connaissons très bien, c'est-à-dire l'exil, l'expatriation des usines pour faire du bénéfice encore plus, et donc le chômage, et puis un changement de la fiscalité pour que, en gros, les riches payent de moins en moins. Et ça a vraiment été engagé. Les premières mesures quasiment que prend Ronald Reagan dans la première année de son mandat à cette époque, c'est de réduire la fiscalité sur les riches. Alors ça a conduit d'une part, depuis quelques temps maintenant, depuis une dizaine d'années dans nos pays, dans tous les pays occidentaux, à un retour de la pauvreté vraiment important, et une augmentation de la pauvreté. Et puis, il s'est passé dans ces 40 années une augmentation des inégalités extrêmement importante. Alors, il y a plein de sites, il y a plein de données maintenant qui le montrent, mais moi j'aime bien l'illustrer par une courbe qui a été faite par deux économistes qui s'appellent Friedman et Sachs. Alors c'est pas, pour ceux qui ont fait de l'économie, c'est pas le Milton Friedman de l'école de Chicago, un affreux néolibéral, lui c'est un autre Friedman. Et donc Friedman et Sachs, ils ont essayé d'illustrer les rapports d'inégalité en analysant un rapport. Le rapport entre ce que gagnaient aux États-Unis les patrons des 20 plus grandes sociétés et puis le salaire moyen des travailleurs aux États-Unis. Donc c'est un indicateur comme un autre de l'inégalité. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont regardé l'évolution dans le temps de ce rapport d'inégalité. Alors il démarre à la fin des années 40, alors je vais le faire dans l'espace, hein, on n'a pas installé de PowerPoint et c'est très bien, mais vous allez comprendre. Et donc il démarre à la fin des années 40, alors ce rapport, donc, entre ce que gagnaient les gros patrons, enfin les patrons des très grosses sociétés et le revenu du travailleur moyen, il était d'environ entre 20 et 30. Donc il oscille 20 et 30, les années 50, les années 60, les années 70, on est toujours, voilà la courbe. Et puis il y a vraiment une inflexion à partir de 1980-81. Là ça commence à monter. Et ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Alors d'habitude, je monte souvent sur la table. Je vais peut-être le faire parce que on arrive à, je relis mes chiffres pour pas vous raconter de bêtises, à 200 en 2007. Et alors ce qui était intéressant, donc vous voyez le changement profond entre la période qu'on appelait en France les 30 glorieuses, une stabilité des rapports sociaux, il y avait de l'inégalité, mais elle était en quelque sorte contenue. Et puis à partir de 1980, ça décolle véritablement. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que l'étude de Friedman et Sachs, qui datait de 2008, je crois, s'arrêtait à 2006-2007. Il y a d'autres économistes qui ont continué l'étude en se demandant qu'est-ce qui s'est passé après la grande crise financière en 2008 et maintenant. Et ils l'ont fait en 2014, je crois. Et en gros, eh ben, ça a monté un peu et c'est toujours resté à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un rapport d'inégalité extrême, alors que la crise financière s'est quand même abattue sur tous nos pays. Et pour le faire simple, elle a été payée par les pauvres.
Et elle commence à être payée par les classes moyennes. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ce changement profond qu'il y a eu dans les rapports sociaux? Eh bien, c'est qu'on a changé de situation par rapport à celle qu'ont connue nos aînés, nos parents le plus souvent, et on est vraiment rentré dans une situation qu'on peut qualifier d'oligarchie, où il y a une petite classe de gens extrêmement riches, dont notre ami Bernard Arnault, qui fait partie, je ne sais plus, alors là c'est l'expert, c'est quand même le grand spécialiste de l'arnologie, c'est quand même François Ruffier. Bon, le Bernard Arnologie, voilà, on a quand même créé une discipline scientifique, donc ça mérite quand même de les lire. Et je me perds un peu après ce petit jeu de mots ce soir. Et donc Bernard Arnault, oui, il fait partie des très riches, c'est ça que je voulais dire. Donc il est la 8e ou la 10e richesse mondiale, la 7e, c'est pas mal quand même. Et voilà, donc un tout petit, même pas 1%, ils sont peut-être 0,03%, et puis en dessous il y a 1% qui sont super riches, etc. Et ces gens-là, ils ont un pouvoir énorme sur l'ensemble de la société. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Et il faut comprendre, parce que comment ça fonctionne par rapport à l'écologie. Moi, je suis parti de l'écologie, je ne suis pas là pour venir vous parler de l'inégalité ou Non, la partie de l'écologie. Mais pourquoi il y a un rapport entre l'inégalité énorme dans laquelle on est rentré et la situation dont on a parlé au début de cet expo? Alors pour comprendre, il faut passer par un grand économiste, un autre, qui s'appelait Thorstein Veblen, qui vivait à la fin du 19e siècle, qui vivait aussi à Chicago, mais c'était pas du tout un Milton Friedmanien. Et donc ce monsieur Veblen, il a fait un travail très important, qui a été célèbre, et puis qu'on a un peu oublié, parce qu'évidemment, vous allez voir, ça ne plaît pas beaucoup aux néolibéraux. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors je vais exposer sa pensée, qui est assez complexe, mais rapidement, mais je crois que vous allez, si je m'y prends bien, vous allez bien comprendre. Qu'est-ce que disait Thorstein Veblen? Il disait que la tendance à rivaliser est inhérente à la nature humaine. Alors il y a plein de choses qui définissent la nature humaine. D'ailleurs, on pourrait discuter ce qu'est une nature humaine. Le postulaire, on dit oui, il y a une nature humaine, il y a quelque chose qui nous définit en tant qu'humain. Et il y a plein de traits de la nature humaine. Thorstein Veblen ne prétendait pas avoir un discours totalisant sur qu'est-ce que l'humain, l'homme, la femme, etc. Mais parmi toutes les caractéristiques par lesquelles on peut définir les humains, il disait qu'il y a quelque chose qu'on retrouve toujours dans toutes les sociétés. Et il s'appuyait sur des travaux ethnographiques des Indiens d'Amérique du Nord, des populations, des peuples du Pacifique, etc. C'est cette tendance à rivaliser. Pas à se combattre, c'est pas forcément à se taper sur la figure, mais à marquer par un petit signe extérieur qu'on est un petit peu mieux que son voisin. Par exemple, il s'appuyait sur l'exemple de peuples indiens du nord-ouest des États-Unis qui ont été très bien étudiés. Eh bien, vous aviez plus de plumes. Quand on se retrouvait, j'ai plus de plumes que toi, Michel, donc là, je suis quand même un peu mieux là. Zut, Céline, elle a plus de plumes encore que nous deux, donc vraiment, elle est forte. On se bat pas, mais enfin, voilà, il y a cette tendance à rivaliser. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans les sociétés hiérarchiques ou inégales? Et la majorité des sociétés sont avec des niveaux sociaux différents. C'est que chacun à son niveau, on va, pour trouver les petits signes extérieurs par lesquels on peut manifester sa supériorité par rapport à nos voisins, sa supériorité symbolique, eh ben on va imiter ceux qui sont au-dessus dans la catégorie sociale, la couche sociale qui sont au-dessus de nous. Alors donc, tiens, ils portent ceci, on va imiter. Et puis ceux qui sont au-dessus, ils font pareil. Ils sont eux aussi en proie à cette rivalité ostentatoire, c'est le terme de Veblen, et ils vont imiter ceux qui sont dans la couche sociale qui sont au-dessus, etc., etc., etc. Et donc tout le monde se retrouve un peu à imiter de bas en haut ou de haut en bas ceux qui sont tout en haut. Bernard Arnault. Et eux aussi tout en haut, ils sont pareils, ils sont à fond dans la rivalité ostentatoire. Bernard Arnault, je parle sous le contrôle de notre arnaudologue, quand il fait un mariage pour sa fille, il faut que ce soit dans un château énorme dans le Bordelais, il faut que sa fille ait une robe de dentelle qui court jusqu'à 5 mètres de long, il faut qu'il... 60, voilà. Il faut qu'il y ait vraiment que par rapport... Voilà. On a un expert avec nous. Et quand il y a son copain François Pinault, par exemple, il faut que Bernard Arnault montre à François Pinault que vraiment, Pinault, t'es pas bien du tout, moi je suis plus fort que toi. Si vous avez des yachts, par exemple, vous devez avoir un yacht qui mesure 120 mètres de long. Pourquoi? Parce que votre collègue, Céline, elle a un yacht de 110 mètres de long. Ça va pas du tout, moi je suis plus fort que Céline, j'ai un yacht de 120 mètres de long, etc. Si vous avez une montre, la Rolex à 50 000 €, ça va pas du tout. C'est tout le monde maintenant a une Patek. Vous avez une Patek à 60 000 €, etc. Ils sont en proie à la rivalité ostentatoire. Et donc, qu'est-ce que ça signifie maintenant? Si on met tous les petits morceaux de la discussion qu'on a eu ce soir,
On a une très grande inégalité qu'on n'a pas vue depuis plus d'un siècle, hein, nous dit un autre économiste, Thomas Piketty, qui a très bien documenté ça. On a une énorme inégalité. En plus, c'est une inégalité à l'échelle mondiale. Parce que quand on était à l'époque de Thorstein Veblen, à la fin du 19e siècle, il parlait de la société des États-Unis qui était relativement close. La société européenne, elle fonctionnait pareil, mais elle était relativement close. Puis les Chinois, les Turcs, les Boliviens, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient parce que les sociétés à l'époque ne se connaissaient pas. Maintenant, quand il y a Bernard Arnault, quand il y a Jeff Bezos d'Amazon, quand il y a Bill Gates, etc., ils sont connus sur la terre entière. Parce que maintenant, la Chine, l'Inde, l'Amérique latine, l'Afrique, ils sont rentrés dans notre société. On participe de la même société. Et donc, quand il y a des gens extrêmement riches, parce que nous, il faut aussi se rappeler, nous sommes dans l'époque la plus riche matériellement de l'époque de l'humanité. Que vous avez une inégalité extrêmement grande, ça veut dire que tout le système de la rivalité ostentatoire va se jouer à l'échelle mondiale. Et donc ces gens qui sont très très riches, qui manifestent une surconsommation, un gaspillage, avec leurs montres Patek, avec leurs robes de 60 mètres de long, avec leurs yachts qui font 120 mètres, etc., eh bien ils vont pousser tout le monde à la surconsommation. Alors ça ne veut pas dire que vous et moi dans cette salle, on va avoir une Patek, non je suis désolé de vous dire que vraisemblablement nous n'en aurons pas, mais on est tous attirés par ça, par ce système qu'a décrit Veblen de haut en bas, où on cherche à limiter, où on rentre et dans cette logique de surconsommation. Alors donc si on se dit maintenant, parce qu'on veut boucler, comment est-ce qu'on va éviter l'aggravation de la crise écologique qui est le problème politique premier de notre époque? Eh bien ça passe par la réduction des inégalités et par le changement, le bousculement de cette oligarchie qui détruit dans son aveuglement le monde actuel. Évidemment par les mécanismes directs de pouvoir de l'oligarchie, la possession des médias, le pouvoir politique qui est totalement imbriqué avec le pouvoir économique. Voilà. Mais aussi indirectement en changeant ce modèle culturel de surconsommation énorme qui est propagé par ceux qui sont au sommet. Alors donc, et là je vais aller très vite, j'espère que je n'ai pas été trop long. Grosso modo, si on veut réduire la crise écologique mondiale, si on veut éviter de l'aggraver, et voire même commencer à la résoudre, eh bien il faut globalement réduire la consommation matérielle et la consommation énergétique. Et d'abord dans les pays riches, on va d'abord s'occuper, on est en France, on n'a pas de leçons à donner aux Chinois, aux Africains ou à je ne sais pas qui, c'est déjà en France, en Europe, dans les pays riches qu'on doit changer. Et on doit changer la consommation matérielle et la consommation énergétique. Alors comment on va faire? D'abord, on ne va pas demander aux plus pauvres, à ceux qui sont de plus en plus appauvris. Vous savez, on peut en discuter, mais il y a en gros 15 à 16% de personnes qui sont qualifiées statistiquement de pauvreté, qui sont vraiment dans la mouise. On ne va même peut-être pas demander à ceux qui sont 30% de précarité, en gros. Et puis on ne va pas seulement demander à Bernard Arnault, à François Pinault, à tous leurs copains, même ça on va les réduire, mais malgré tout ils ne sont pas assez nombreux pour que leur empreinte écologique soit globalement très forte. Donc le gros, pour faire cette baisse de la consommation matérielle et énergétique, eh bien, on va la demander à la classe moyenne, aux classes moyennes, en gros, à 60% des populations dans nos pays, dont sans doute peut-être pas mal de gens dans cette salle, en tout cas moi je suis dedans. Et comment on va faire? Si vous ne changez pas la structure d'inégalité, vous allez voir les gens des classes moyennes, vous avez ton porte-à-porte, là, peut-être dans les quartiers un petit peu huppés de Abbeville et Amiens, et vous allez dire, François, il va dire, ça serait bien que vous baissiez votre consommation matérielle. Ah oui, mais attendez, moi je baisserai ma consommation matérielle, j'aurai pas de voiture, j'aurai pas mon écran plage, j'aurai pas mon téléphone portable. Et vous avez vu votre ami Bernard Arnault, là, lui, il change pas. Donc on ne peut aller collectivement dans un changement des modes de consommation que si on a le sentiment que c'est un effort partagé par l'ensemble de la société. Donc il faut réduire les inégalités. Ça, c'est un premier point très important. Le deuxième point, c'est que si on réduit fortement les inégalités, Céline, elle ne pourra plus avoir un yacht de 120 mètres de long, François, il ne pourra plus avoir une Patek de 60 000 euros, et moi, je ne pourrais pas marier ma fille avec une robe de 60 mètres de long. Et donc, ça réduirait, en fait, non, c'est pas nous, je devrais reprendre les exemples des milliardaires, mais donc s'ils ne peuvent plus avoir ce niveau de surconsommation énorme, ils surconsommeront moins. Donc le modèle culturel commencera à changer. Et puis un troisième point qui est vraiment important, aussi qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de réduire les inégalités, c'est pas seulement pour la justice sociale, même pour ce changement de modèle, c'est aussi parce que l'inégalité, c'est de l'argent. C'est de l'argent collectif qui a été approprié. Quand on reprend ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années, et les économistes l'ont fait, ils disent en gros dans tous les pays riches, en tout cas par exemple dans un pays comme la France, c'était bien documenté, vous avez entre 5 et 10% du PIB, du produit intérieur brut, qui s'est déplacé en gros sur cette trentaine d'années entre les revenus du travail et les revenus du capital.
Et 5 à 10% du PIB, on va même prendre 5%, vous voyez, je prends la position la plus conservatrice, 5% du PIB de la France, en gros le PIB de la France c'est 2000 milliards d'euros, ben 5% ça fait 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, vous avez de quoi commencer à changer la donne. Alors très rapidement, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 100 milliards d'euros? Ben, déjà, on va se dire, ceux qui sont vraiment dans la mouise, ben, les 15%, on les sort d'une manière ou d'une autre. Alors moi je ne sais pas, est-ce que c'est le RSA, est-ce que c'est le RSI, est-ce que c'est le revenu universel, est-ce que c'est des allocations? Moi je ne sais pas. Mais en tout cas, on se met comme priorité de sortir ces gens de la merde. Ça c'est... Voilà. La deuxième chose, eh ben, c'est qu'on dit on va changer notre système économique. Et on va investir dans des domaines où on va... Eh bien, par exemple, l'agriculture, plutôt que de subventionner l'agriculture productiviste, on va aller vers une agriculture locale, en biologie, avec du soin, il y a beaucoup de savoir-faire, et on sait qu'on peut créer beaucoup d'emplois. On va aller dans une rénovation thermique importante, où là aussi, ça a été documenté en venant, tu vois, dans le train, j'ai relu une interview de Gaël Giraud, qui est un grand économiste, qui travaille en ce moment à l'agence, bon, peu importe, qui est vraiment un type costaud dans ce domaine, qui dit, mais avec 25 milliards des bénéfices des banques françaises en ce moment, chaque année, on pourrait faire un grand plan de rénovation thermique qui a 3 avantages. C'est que, 1, ça va aider les pauvres, parce que c'est souvent les pauvres qui ont les maisons qui fuient le plus, donc ils payent des factures de chauffage ou d'électricité extrêmement fortes, donc ça va les soulager. 2, ça va créer de l'emploi, et ça va créer de l'emploi local. C'est pas qu'on envoie à nos amis les Chinois, mais ça va créer de l'emploi ici, parce que pour faire de la plomberie, pour faire de la maçonnerie, il n'y a pas besoin d'aller chercher des gens loin. On créerait de l'emploi ici. Et puis, on économiserait de l'argent global. Ils nous parlent sans arrêt, les Fillon, les Macron, et le troisième de la bande, c'est qui non, c'est pas mal, c'est là aussi Le Pen, mais ça c'est une autre affaire. Ils nous parlent, il faut absolument réduire la dette. Mais en fait, la dette, à peu près, on paye 100 milliards d'euros de la dette publique française chaque année. Vous savez combien on importe de pétrole chaque année, d'énergie? En gros, 80 milliards d'euros. Si vous avez un vrai plan d'économie d'énergie, vous créez de l'emploi, vous améliorez la situation des plus pauvres, et vous réduisez vos importations de pétrole, et vous n'avez plus à vous ennuyer avec, beaucoup moins avec la dette. Donc on gagne sur tous les tableaux. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais voilà aussi comment, en prenant la question d'écologie par la question d'inégalité, on s'aperçoit que, on peut résoudre la question de l'écologie. En tout cas, on peut beaucoup améliorer les choses, on peut éviter que ça s'aggrave, on peut améliorer la société, parce qu'il y a un enjeu de création d'emplois absolument crucial, et puis, ça peut aller beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup. Je vais dire d'abord tout ce que je dois à Hervé Kempf, parce que ce bouquin, Comment les riches détruisent la planète, a vraiment été un livre important. Je vais l'illustrer. Mais il y a une maxime à l'intérieur de ce livre qui me paraît résumer une orientation. Elle est simple: consommer moins, répartir mieux. Répartir mieux, c'est la fibre rouge. Consommer moins, c'est la fibre verte. Et il me semble que c'est un double objectif avec lequel on doit aller, tout en sachant que les premiers qu'on doit faire consommer moins, ce sont les Bernard Arnault et ainsi de suite. Il y a aussi cette que j'ai bien aimé, parce que c'est une notion de l'écologie, ça rime aussi avec conflit. Sans conflictualité, on n'arrivera pas à imposer l'environnement qu'on souhaite. Et ça, c'est quelque chose qui transparaissait dans ton livre. Et maintenant, j'avais dit, en gros, il y a quelque chose qui transparaît aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer sur, en gros, les Whirlpool et Novicen. Pour moi, c'est le même combat quelque part, c'est-à-dire ce combat, c'est la reprise en main de notre destin commun. Ce n'est pas à eux de décider de notre agriculture, mais ce n'est pas à eux non plus de décider de notre industrie. Peut-être que fabriquer des lave-linges, des sèche-linges en l'occurrence, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, et quand on discute avec les ouvriers, ils sont rares à avoir un sèche-linge chez eux. Mais c'est à nous d'en décider, et c'est pas à Vanguard Group et à Jeff Fettig d'en décider depuis les États-Unis, et de décider qu'on ne produira plus rien sur ce site. Donc il y a cet enjeu que je lisais à travers. Après, je t'avais dit, je croyais que je te l'avais fait plusieurs fois le coup, mais j'illustre cette théorie de la rivalité ostentatoire. Moi, je suis reporter au départ, quoi, hein. Simplement, il y a des livres qui vous aident à donner des clés sur votre vision du monde, parce que le terrain en lui-même, c'est pas vrai qu'on voit tout par le terrain et que c'est le terrain qui parle et puis tout ça. Le terrain, on arrive à comprendre ce que les gens ont raconté si vous le replacez aussi dans des grilles que vous vous êtes construit intellectuellement. Et tu as participé à me construire cette grille. Je vais vous donner un exemple qui va vous rendre encore peut-être plus sensible, cette question de la rivalité ostentatoire sur les yachts, justement, puisque moi j'étais au Monaco Yacht Show, j'ai la chance, à ton inverse,
de fréquenter ça. Ouais. Et donc, ils remettaient le Green Label, le label vert, vous voyez. Alors, je me fais conduire devant ce qui est le yacht qui a reçu le Green Label. Je m'attendais à un 3-mâts, un voilier construit en bois, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Je me retrouve face à un paquebot avec 3 ponts noirs mastoc. Et je dis, donc voilà, j'étais quand même surpris. Je dis, mais pourquoi il a eu le Green Label? Bah, en fait, quand on va aux toilettes, c'est pas rejeté dans la mer, il y a un système pour. Je dis, mais ça consomme combien? 800 litres de l'heure. Bon, et voilà ce qu'il recevait. Bon, et donc le yacht de Bernard Arnault, il avait un yacht de 60 mètres qui s'appelle l'Amadeus. Il a envisagé à un moment de se construire un yacht de 100 mètres. Donc ça, c'est pour l'oligarchie. Ensuite, dans le grand patronat, mais moins quand même, on va avoir le yacht de 30 mètres, mais ensuite le médecin ou le chirurgien, éventuellement, il va avoir un voilier à la bolle. Voilà, non mais, on va avoir les retraités, même des classes populaires, pour qui il va être normal de partir en retraite en faisant une croisière. Et on en arrive sur la Somme. Moi, j'ai vu les gars faire du scooter des mers sur la Somme. Donc voilà. Mais vous riez de ça, mais en fait j'aime pas quand on rit de ça, parce que je pense que Bernard Arnault est aussi ridicule avec son yacht que l'est le gars qui fait du scooter sur la Somme, voire il est bien davantage. Mais ça dit quelque chose sur la diffusion d'un modèle culturel et dont on ne peut pas se croire, on n'est pas hors de ce modèle culturel-là, quel que soit l'étage dans lequel on se trouve. Donc évidemment l'idée c'est, en gros, c'est de tasser la pyramide pour qu'on soit moins tenté d'aller moins haut et qu'on soit moins tiré vers le haut. Maintenant, il y a d'autres discussions quand même sur le terrain écologique qui, moi, me nourrissent. Je suis accroissant. Je n'ai pas de croyance en la croissance. Et ça naît d'abord d'une réflexion sur le terrain social. Avant d'être une réflexion sur le terrain écologique, c'est-à-dire que je considère comme une imposture tous ceux qui veulent nous faire attendre qu'on produise davantage pour répartir mieux. Et je pense qu'il peut y avoir une exigence de redistribution des richesses existantes, et il y a déjà largement assez de richesses pour qu'il n'y ait pas les... Enfin, donc voilà, donc j'avais déjà dans ma tête ce truc-là qui vient d'une fibre sociale avant, et qui considère que c'est une imposture d'attendre la croissance pour exiger de la répartition, et j'avais cette discussion avec Jean Gadret, avec qui j'ai fait un bouquin, donc, et je lui dis, voilà, moi, là on nous dit qu'il faut faire grossir le gâteau, et que c'est à ce moment-là que seulement quand le gâteau il sera plus gros que, en gros, soit on le répartira mieux, soit de toute façon il grossira pour tout le monde, donc tout le monde sera content. Tu parlais des revenus des PDG, les revenus des PDG du CAC 40 de l'an dernier se sont augmentés de 20%, tandis que les salaires, eux, ont grosso modo stagné, donc l'écart, il continue de grossir. Je fais ce parenthèse, parce que des petits noms que j'ai notés au passage, il y a le Financial Times avait un supplément qui s'appelait How to Spend It. Comment le dépenser, parce que c'était devenu tellement difficile pour eux de trouver le moyen, donc il fallait qu'ils aient ces conseils. Mais où est-ce que j'en étais? Oui, je discutais avec Gadret sur le terrain dans cette image du gâteau qu'il faille faire grossir pour que, en gros, même les miettes elles grossissent et puis tout le monde en aura plus, quoi. Et Jean Gadret me rajoute ce truc en disant, oui, d'autant plus que qui voudrait d'un gâteau qui serait de plus en plus empoisonné? Et c'est ça aussi la question qui nous est posée, et c'est là que se rajoute évidemment la question de l'environnement, c'est que non seulement il ne faut pas attendre pour exiger la redistribution des richesses que le gâteau soit plus gros, mais en plus si ce gâteau est complètement pourri, je pense que ça présente assez peu d'intérêt. Donc, sur le terrain idéologique, ce que je défendrais, c'est une accroissance, en tout cas ça n'est pas... Alors ensuite ça s'est trouvé... Moi j'ai pas de PowerPoint, mais j'ai mes petits tableaux. J'ai mes petits tableaux, et ça, c'est dans plein de bouquins. Ce tableau-là est dans plein de bouquins, mais c'est un autre ouvrage, qui est l'ouvrage de Richard Wilkinson, Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous. Je pense que l'égalité doit redevenir la valeur centrale, y compris pour des raisons écologiques. C'est au cœur du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Et je pense que c'est la valeur qui est la plus bafouée et qu'il faut remettre au centre de nos exigences. Mais ça, c'est un tableau qui est donc issu du bouquin, je vous cache ces lignes, parce que c'est pour tenir le micro en même temps que... ça, c'est un tableau qui est au cœur, qui est dans le bouquin, donc comment les riches détruisent la planète. Ce que vous avez là, c'est le revenu par habitant. Ce que vous avez là, c'est le niveau de développement. Là, en l'occurrence, c'est l'espérance de vie, mais on aurait pu mettre d'autres indices de bien-être, d'accord ?
Et ce qu'on voit très nettement, c'est que dans les premiers temps, quand le revenu augmente, ça fait augmenter l'espérance de vie. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre la croissance au premier stade du développement et l'amélioration des conditions de vie des habitants. Il serait souhaitable pour l'Afghanistan, le Lesotho et le Botswana qui est davantage de PIB par tête. Maintenant, ce qu'on voit pour les derniers pays qui sont là, c'est-à-dire pour les nôtres, c'est qu'il n'y a plus de lien entre l'augmentation du PIB par tête de PIB, par habitant, et l'espérance de vie, mais on pourrait prendre des tas d'autres indices, le taux de mortalité infantile, tous les indices de bien-être en fait. Il n'y a plus de lien à partir en gros, quand on passe les 20-25 000 dollars par habitant, il y a une déconnexion entre le fait qu'on augmente les revenus, un pays comme les États-Unis en est particulièrement marqué, puisque c'est eux qui sont les plus riches, et ils sont loin d'avoir la meilleure espérance de vie, ils ont plein d'indices de bien-être qui déconnent. Et en fait, Richard Wilkinson, là où son bouquin est vraiment merveilleux, c'est un bouquin d'épidémiologiste, donc je peux te l'offrir à la sortie, Michel. Alors, il n'y a pas en vente les bouquins de Fakir parce qu'on ne veut pas mélanger les comptes de campagne, et puis voilà, donc vous irez les chercher sur Internet, et ainsi de suite. C'est que, comme ça ne marche plus, le niveau de développement avec le PIB, il se dit avec quoi ça pourrait marcher. Et il propose de mettre, là, ici vous avez l'inégalité de revenus. Donc plus un pays, plus c'est loin, plus il y a une forte inégalité à l'intérieur du pays. Vous voyez, le Japon est plutôt égalitaire, et à l'inverse, les États-Unis sont plutôt inégalitaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lien là, quasiment, qui apparaît très nettement, entre le niveau d'inégalité et les indices des problèmes sanitaires et sociaux. Ce que vous avez en ordonnée, ce sont tous les... Alors c'est le taux de suicide, c'est le taux d'incarcération, c'est le taux de mortalité infantile, ce sont tous ces problèmes-là. Et donc plus un pays est inégalitaire, plus il y a de problèmes dans ce pays-là. Et donc en fait, ça veut dire pour quelle raison? Alors je vous laisserai aller voir chez Wilkinson ou dans le résumé qu'on en a fait, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Richard Wilkinson, mais c'est parce qu'en fait, plus une société est inégalitaire, et plus il y a un niveau de stress important dans la société. C'est-à-dire que il y a notamment, les gens craignent toujours d'être jugés. On ne fait plus corps, on ne fait plus communauté, et donc on a en permanence peur d'être jugé par les autres sur notre manière d'être, sur notre surpoids, sur notre façon de parler, sur tout ça. Comme on ne fait, voilà, on a le sentiment d'être jugé en permanence, et en fait, les épidémiologistes ont montré que ça suscitait des réactions du corps qui est une espèce... Alors le stress peut être une bonne chose pour réagir avec vigueur dans des situations de peur, de tout ça, mais là ça devient un stress chronique et qui produit des maladies cardiovasculaires et ainsi de suite, et qui produit des tas de dégâts sur la santé et sur... Donc, la solution pour que nos sociétés se portent mieux et pour qu'on se porte mieux au sein de ces sociétés, la clé de voûte me semble être l'exigence d'égalité. Alors après, bon, il va falloir se poser la question comment on fait pour ramener... En gros, il y a une espèce d'hubris, parce que dans la tragédie grecque, c'est pas noté ça, mais donc ça, quand je suis parti comme ça, c'est mauvais signe pour vous. C'est pas... Le scénario classique de la tragédie grecque, c'est que les Oedipe est frappé de démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris. Et toute la question de la tragédie grecque, c'est comment on va les ramener les pieds sur terre. Vous voyez? Et là, Oedipe est ramené les pieds sur terre par son drame et par le fait qu'ensuite ça se termine parce qu'il crève les yeux et tout ça. Mais toute la question aujourd'hui, c'est comment on va ramener cette oligarchie les pieds sur terre pour nous aussi peut-être respecter un petit peu plus la terre. Écoutez, moi j'ai envie de vous redonner après, ça pourrait se décliner en mesures plus concrètes, mais je pense qu'il y a, de toute façon, toute mesure ne peut appuyer que sur une conflictualité, sur un rapport de force qui se traduit dans la rue et dans les urnes, et moi je n'ai jamais séparé l'un et l'autre, tous les terrains sont bons à prendre.